Eh ben Maria, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur La On Discute. Merci. Content de te recevoir pour ce podcast. Contente aussi d'être là. Dans ce podcast, dans lequel j'espère que tu vas nous éclairer sur certaines choses qui paraissent parfois un peu floues, parfois très très abstraites. Évidemment, on va parler de philosophie. Et ce qui est parfois difficile avec la philosophie, c'est d'arriver à faire le pont entre philosophie et réalité. À quel point la philosophie peut être concrète et peut nous aider à gérer ou en tout cas mieux comprendre certains aspects bien pratiques de notre vie. Quel est le lien entre philosophie et réalité ? Alors, c'est très intéressant comme question parce que c'est vrai que la philosophie, elle souffre quand même d'une image qui est celle d'être extrêmement abstraite. Quand on pense philosophie, on a l'impression que c'est un peu des hauteurs qu'on peut pas accéder ou que même le langage, le vocabulaire qui est employé en philosophie est extrêmement complexe. Donc, on voit pas pourquoi est-ce qu'on s'y intéresserait, en tout cas comme ça. Alors moi, c'est vrai que j'essaye plutôt de montrer que la philosophie, elle est extrêmement concrète et je crois qu'il y a rien de plus concret en fait dans nos vies que la philosophie. Elle est concrète et accessible ? Alors, je dirais qu'elle est de base pas très accessible, mais que le rôle par exemple d'un professeur ou en tout cas même des auteurs aujourd'hui actuels, des philosophes contemporains, arrive très bien à rendre la philosophie accessible. Donc il y a une sorte de traduction qu'on peut faire, une vulgarisation mais au sens noble de la philosophie qui la rend accessible. Après, au niveau accessibilité, du coup, on peut faire en sorte de la traduire, on va dire. Mais pour ce qui est de son aspect concret, la philosophie est extrêmement concrète parce que en réalité, les questions qu'on se pose en philosophie, c'est qu'est-ce que le bonheur ? J'ai pas l'impression qu'il y ait une question plus intéressante et plus concrète que celle-là. Qu'est-ce que l'État qui nous gouverne, par exemple ? Enfin, on est quand même dans une société. Qu'est-ce que ça signifie être dans une société ? Donc on a ça, on a évidemment plein d'autres questions sur le réel, la religion, la science. Donc des questions en réalité très concrètes. Est-ce que si on a du mal à faire le lien entre philosophie et concret, c'est parce que la philosophie par essence, c'est lié à la pensée en fin de compte ? Exactement, c'est lié à la pensée, mais c'est là que ça devient très intéressant de bien comprendre que pensée et réalité vont ensemble. Un philosophe qui ferait que penser et serait un peu dans son monde, finalement serait une forme de narcissisme qui servirait un peu à rien parce que son but quand même c'est d'être compris, d'être lu, de faire écho à nos vies. Et le rôle de la philosophie, c'est de se sentir compris, qu'une pensée particulière puisse devenir universelle. Et tu trouves pas justement que c'est un peu l'idée reçue qu'on pourrait avoir des philosophes qui seraient un peu emprisonnés dans leurs pensées, sans vrai lien avec la réalité, et que tout ça ne serait un peu que fantasme d'intellectuel. Mais t'as totalement raison. Et c'est vrai que quand on regarde même la vie de certains philosophes, que ce soit Kant, il avait une vie extrêmement régulée, qui n'était pas très passionné dans le concret. Donc c'est vrai qu'on a le sentiment un peu de gens reclus de la société qui pensent mais pensent tout seuls. Or, ce dont il faut prendre conscience quand même, c'est l'impact énorme qu'ils ont eu sur nos vies dont on se rend pas forcément compte aujourd'hui parce qu'on a l'impression que ce qu'on pense c'est assez naturel. Mais en fait, il y a un héritage énorme. Donc, même sans s'en rendre compte et même si on les a pas lus, en réalité, ils infusent dans nos manières de penser de manière extrêmement importante. Ouais, et puis du coup, ils ont une incidence sur notre réalité. Mais complètement, vraiment. Je me rappelle plus, c'est quoi l'étymologie du mot philosophie ? Sophie, c'est sagesse, non ? Quelque chose comme ça ? Exactement. Philosophia, donc l'amour de la sagesse. Alors quand on dit ça comme ça, on a l'impression que ça veut un peu rien dire. Mais l'amour de la sagesse, en fait, c'est la recherche de la sagesse. C'est très intéressant pour comprendre la philosophie parce que être philosophe, c'est pas être sage. C'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'être un philosophe ? Ouais, être philosophe, c'est pas être sage, c'est rechercher la sagesse. Donc ça veut dire quelque part qu'on l'atteint vraiment jamais, mais qu'on est dans cette recherche constante. Donc Socrate, le père de la philosophie, va dire la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et donc il y a cette idée que on prend conscience de notre ignorance. Parce que le pire, en fait, le contraire d'un philosophe, ce serait celui qui affirme qu'il sait tout savoir. Voilà. Ouais. Et on en a énormément des gens comme ça, et de plus en plus aujourd'hui avec les réseaux, on voit des gens qui prétendent tout connaître sur tout. La philosophie, c'est reconnaître notre ignorance, c'est être humble, c'est se dire finalement c'est vrai que je ne sais pas des choses et mon but c'est d'acquérir des connaissances et donc de découvrir le monde de plus en plus. Et on se rend compte en philosophie que plus on apprend des choses et en fait le gouffre il est immense de tout ce qu'on ne connaît pas. Donc plus on accepte notre ignorance, plus on est dans une recherche de sagesse et plus on va augmenter nos connaissances en ce sens.
Et c'est ta mission, toi, en tant que prof, justement, de pouvoir appréhender tout ce qui a été fait par le passé pour, je dirais pas tirer des enseignements, parce que je sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est un peu la mission. Bah, mon but en tant que professeur, c'est développer l'esprit critique chez les élèves. Vraiment, c'est le plus important pour moi, qu'ils aient les outils d'une compréhension du monde et un regard critique. Donc, c'est-à-dire se poser des questions par eux-mêmes, acquérir une autonomie. Mon but, c'est pas de leur dire pensez comme ceci ou comme cela, mais c'est leur donner une multiplicité de philosophes qui ont pensé de telle façon, de telle autre façon qui paraît totalement contradictoire. Et grâce à ça, ils ont des outils pour penser par eux-mêmes, mais ne surtout pas imposer une pensée et qui se rendent compte aussi eux-mêmes de tout ce qu'ils savent ou qu'ils ne savent pas, qui relève de l'opinion et pas de la vérité. Tu me fais une transition parfaite parce que c'est exactement l'un des sujets que je voulais aborder avec toi. Justement, comment développer cet esprit critique à une époque où on est attiré par l'instantanéité et un petit peu les extrêmes sans trop chercher ce qu'il pourrait y avoir derrière. Comment est-ce que tu fais toi pour justement faire en sorte qu'on puisse développer cet esprit critique? Est-ce que c'est uniquement basé sur les enseignements précédents? Enfin, sur tout ce qui a été écrit par le passé, ou est-ce qu'il y a une méthode particulière? Alors, je dirais que connaître les penseurs du passé, c'est extrêmement important pour déjà nourrir une pensée qui puisse être solide, parce que en réalité, ce qu'a pensé Descartes au XVIIe siècle, ce qu'a pensé Spinoza, etc., sont des auteurs qui ont réfléchi, qui ont passé leur vie à réfléchir sur un sujet où nous, on passe parfois 3 secondes à dire finalement la réalité c'est ça, etc. Non, eux, ils ont vraiment passé leur vie à faire ça. Donc j'invite les élèves, quand ils critiquent un peu les philosophes, à dire reste humble, écris la critique de la raison pure et on en parlera. Mais je pense quand même que c'est très important de faire un lien entre la philosophie telle qu'elle a existé et la philosophie telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Parce qu'elle est différente? Elle est pas tellement différente dans le sens où je dirais que la pratique reste la même dans ses outils, mais montrer le pont avec la réalité. C'est-à-dire que les élèves, le problème, c'est qu'ils sont là, finalement, on étudie des auteurs qui sont morts. Alors ça, c'est vraiment leur mot, ils sont morts. C'est vrai? Genre, c'est un argument, le fait qu'ils soient morts, ça nous intéresse pas. À quoi ça sert? Et je suis là, mais écoutez, regardez quand même l'impact que ça a eu. Et je leur dis, mais regardez. Alors vraiment, mon but, c'est de faire un pont avec ce qu'ils connaissent et ce que je connais aussi. Donc par exemple, j'arrive à faire un pont, je sais pas, avec Damso, leur montrer que, alors ça dépend des phrases évidemment, d'une phrase à l'autre. On va pas prendre toutes ces paroles, ouais. Exactement. Mais par exemple, Damso a un album qui s'appelle Ipséité, et c'est un concept philosophique. Je savais pas. Et ouais, voilà, donc les élèves non plus, et ils écoutent énormément Damso, et le but c'est de leur montrer, vous voyez en fait cet auteur, cet artiste que vous adorez. Mais en réalité, il s'est inspiré d'un concept philosophique qui existe depuis très longtemps. Et donc, quand on étudie Locke, qui s'intéresse à l'identité, l'ipséité, donc savoir comment un être peut rester le même à travers les différents changements de temps et de lieu. Et c'est intéressant et ça fait sens du coup par rapport à son. Exactement, parce qu'en fait, les artistes en général, leur questionnement, c'est de se dire comment je peux rester moi-même alors qu'il y a des changements qui s'opèrent, que la célébrité, la notoriété me fait changer. Donc, qu'est-ce qui reste de moi quand en fait je prends plusieurs formes, plusieurs visages? Et d'ailleurs, on le voit dans les albums de Damso, il change énormément d'un album à l'autre. Donc, qu'est-ce qui reste de moi dans tout ça? Et les élèves, du coup, ils se disent mais ah ouais, en fait, d'accord, c'est vrai que Locke il a dit ça. Je vois le lien avec Damso et c'est super intéressant. Et alors ça, mais ça peut être le sport, ça peut être des films. Vraiment, j'essaye le plus possible de faire écho à leur vie et qu'ils se disent ok, la philosophie en fait c'est passionnant et ça parle de moi, ça parle de quelque chose de concret et c'est comme ça ensuite qu'on rentre dans les concepts difficiles et ils ont envie de le faire parce qu'en fait ils se disent c'est super intéressant. Et au final, juste sur ce développement de l'esprit critique, le fait d'être confronté à tout ça, ça leur permet de prendre un petit peu de recul et d'arriver plus facilement à analyser une situation qui pourrait être pour eux compliquée ou qui mériterait d'être un peu plus attentif. Exactement, et je pense que la philosophie, ça devient une arme, vraiment, j'emploie le mot parce que
Je pense que voilà, avec la politique, il voit bien comment est-ce qu'on peut manipuler, etc. Et la philosophie, elle vient un peu décortiquer tous ces discours un peu tout faits, ces systèmes de manipulation, etc. Donc les élèves après, par eux-mêmes, sont capables de réfléchir à des situations et se dire ah oui, c'est vrai que l'État, dans sa constitution, veut mon bien, mais est-ce que vraiment il vise que mon bien? Donc en réalité, ça leur donne des outils. Et je crois d'ailleurs que la philosophie est extrêmement importante, mais elle devrait apparaître beaucoup plus tôt pour moi. C'est-à-dire plus tôt. Mais pour moi, alors... Parce que là, elle apparaît au lycée, hein, si c'est toujours le cas. Je pense qu'à mon époque, c'était au lycée. Tout à fait. Pour moi, c'est tardif. Pour moi, c'est très tardif parce qu'on va supposément dire que la philosophie doit s'enseigner en terminale parce qu'elle nécessite une forme de maturité. Mais moi, je crois que la philosophie, elle devrait s'enseigner dès le CP. Mais pas évidemment d'une manière magistrale où on va dire écoutez, regardez ce qu'a dit Kant, machin, non. Mais les enfants sont déjà les plus grands philosophes parce que nous on est ça y est, nous en fait, on est formatés, on a plein de choses qu'on pense et qu'on essaye un petit peu de dépouiller, mais c'est compliqué. Les enfants, ils sont vierges de tout contenu quelque part, si ce n'est leurs parents, ou ils ont une forme de naïveté, donc ils se posent énormément de questions. Et si on leur demande c'est quoi l'amour pour vous, ils vont répondre de manière assez spontanée. Ils veulent le bonheur pareil. Et en réalité, si on développait un peu plus ça, si on les poussait, je crois qu'on aurait une société qui finalement serait peut-être aussi plus critique, plus sereine aussi dans sa manière de réfléchir. Et aussi il y aurait, à mon avis, plus d'entraide, plus d'écoute, de compassion, exactement. Tu penses que ce qui manque, c'est cette capacité de réflexion? Est-ce que d'ailleurs la capacité de réflexion est liée à la philosophie? Est-ce que la philosophie, c'est réfléchir ou pas forcément? La philosophie, c'est évidemment pousser la réflexion. Je dirais pas que c'est le lieu privilégié de la réflexion dans le sens, enfin, c'est quand même le domaine à part entière. Mais évidemment que si on n'a jamais fait de philosophie dans sa vie, on peut être quelqu'un d'extrêmement réfléchi. Et parfois, il y a même des philosophes qui, pour moi, ne sont pas très réfléchis, en tout cas contemporains. Mais je dirais que oui, c'est le lieu quand même de la réflexion, mais c'est aussi le lieu du doute. C'est le but de la philosophie, c'est de douter. Et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant pour beaucoup de gens parce que on est dans une société où on veut énormément de réponses. Ouais. Et là, c'est le contraire. Et là, c'est ça. C'est-à-dire que le développement personnel joue beaucoup là-dessus en donnant des réponses. Je vais vous donner par exemple les 5 clés pour être heureux, etc. La philosophie, non, elle va plutôt dire, en fait, le bonheur ne semble pas exister et il faut essayer de comprendre pourquoi. Mais moi, jamais je dirais, voilà comment mener sa vie, voilà quelles sont les astuces pour, non, pas du tout. Mais en invitant à la réflexion, en doutant de ce qu'on croit être la vérité, finalement, ça amène vers plus de compréhension et finalement, on est plus aligné avec soi-même et on réfléchit plus à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de basculer dans le cynisme ou dans le scepticisme extrême? C'est un risque. D'ailleurs, il n'y a pas des philosophes qui ont basculé là-dedans. Il y en a un très connu qui s'appelle Schopenhauer, qui est extrêmement, il faut pas le lire si on est un peu triste ou, alors encore mieux, c'est Émile Cioran, qui a écrit de l'inconvénient d'être né. Sympa, ça annonce la couleur. Ça annonce vraiment la couleur. Tu peux nous rappeler, répéter le nom de l'auteur? De l'inconvénient d'être né d'Émile Cioran. Ok. Et mais en réalité, alors dit comme ça, faut pas le lire dans des temps de déprime, mais je trouve qu'il est extrêmement intéressant aussi Cioran parce que il va dire en fait la chose la plus difficile qui nous soit arrivée dans notre vie, c'est pas de savoir qu'on va mourir, c'est d'être né. Mais à quel moment est-ce qu'on a demandé à être né? C'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre avec et c'est extrêmement difficile. On sait que la vie est dure, la vie nous amène à des questionnements assez particulier, difficile. Parfois sombre. Sombre, exactement. La réalité est sombre et vraiment, quand on regarde, que ce soit ici ou ailleurs, la réalité est extrêmement difficile. Et il va dire, mais quelle horreur, en fait, de vivre. Et ça peut, en effet, faire réfléchir sur ça. Donc, je dirais que oui, la philosophie peut amener vers une forme de cynisme. Mais cette lucidité, je crois qu'elle est importante. La philosophie, c'est pas fait pour être heureux. Enfin, alors à la base, on pourrait penser que oui, mais moi, je crois pas. Je crois que la philosophie, ça aide à mieux vivre, c'est-à-dire à mieux comprendre la réalité dans laquelle on est, au prix de la vérité. Et la vérité, on le sait, elle est parfois douloureuse. Mais le philosophe, c'est celui qui affronte cette vérité parfois douloureuse. Et c'est ce qu'on enseigne dès le premier cours aux élèves avec l'allégorie de la caverne de Platon.
Alors, je sais pas si ça te fait écho à des cours Alors de ça me fait pas du tout écho, mais tu sais à quoi moi ça m'a fait penser directement avec mon cerveau pop culture cinéma américain, ça m'a fait penser à Matrix évidemment. La pilule bleue ou la pilule rouge. Et ben dis-toi que c'est vraiment l'exemple que je prends aux élèves, c'est-à-dire on va faire un parallèle avec Matrix et donc cette idée, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères rester dans ton confort et dans une réalité qui en fait est complètement factice, mais au moins t'es heureux? Ou tu préfères affronter la vérité, mais au moins tu seras dans la réalité. Et quitte à ce qu'elle soit douloureuse. Quitte à ce qu'elle soit sombre et douloureuse. Et le philosophe, jamais il choisira l'option de rester dans l'illusion. Toujours il affrontera la réalité, quitte à être malheureux s'il le faut. Mais je crois que qui dit affronter la vérité ne veut pas nécessairement dire être malheureux. Au contraire, la lucidité peut amener vers beaucoup plus de, finalement, comment dire, ouais, d'épanouissement. Oui, d'épanouissement, une forme de perception lucide de la réalité amène vers oui, c'est ça, savoir exactement ce qu'on veut et ne pas se faire d'illusions. Mais alors j'ai cité Matrix et toi tu as cité quoi? Alors moi je viens de citer quoi, pardon? La caverne. Oui, l'allégorie de la caverne de Platon. Okay. Donc c'est voilà des hommes qui sont enchaînés dans une caverne depuis leur naissance. Ils ont le cou lié, donc en fait ils peuvent voir que la paroi du mur où des ombres sont projetées. Et en fait, ils sont nés dans cette caverne. Donc, ils pensent que ce qu'ils voient sur la paroi du mur, c'est la réalité. Jusqu'au jour où il y en a un qui réussit à se détacher. Et en sortant de la caverne, il découvre le monde. Il découvre la réalité. Et surtout, il commence à comprendre que ce qu'il prenait pour la vérité était en réalité faux. Donc, ça nous pousse déjà à comprendre que ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, n'est pas nécessairement la vérité. Et donc le philosophe, c'est celui qui affronte et qui décide de sortir de la caverne et qui est ébloui parce que passer sa vie enfermé dans une caverne, ça fait mal de sortir et de voir la lumière. Et quand il retourne dans la caverne, il veut évidemment avertir les autres de la vérité et les autres tentent de le tuer. Et alors ça fait vraiment débat parce que c'est l'idée que parfois on préfère tuer la vérité parce que c'est trop douloureux et on veut pas la voir en face et on préfère être dans une forme voilà de réalité douce, mais qui est fausse. Et alors, ok. Ouais. Ça me fait penser encore une fois à Matrix. Ouais. Parce que, bon, pour ceux qui connaissent Matrix, t'as Morpheus, Neo, etc. Exactement. Et Morpheus, du coup, il a exactement cette phrase. Il dit, certains sont capables de se battre pour le système qui les a enfermés. Exactement. De peur que tout parte en fumée. Mais je paraphrase, hein, c'est pas exactement ça, mais c'est complètement ça. C'est-à-dire que, et on le voit par exemple dans mon cours sur l'État, il y a vraiment cette idée. Moi, c'est très important pour moi d'enseigner. Penser à l'État quand je disais ça, évidemment. Exactement. C'est très important de dire aux élèves que on a un droit de résistance, on a un droit de rébellion quand l'État n'assure pas, par exemple, sa mission, et que c'est pas parce que on est dans une sorte de confort que ça doit tout dire et finalement nous empêcher d'agir. Et donc, en effet, cette idée, c'est de dire que si à un moment donné, on doit agir, on doit aller à l'encontre de ce qu'on nous a dit, dans lequel on baigne depuis toujours, ça devient très important d'avoir les outils pour se rebeller en réalité. Et donc oui, on peut parfois préférer une vérité confortable, ou en tout cas une illusion confortable, à la réalité et à la vérité. Parce que la vérité, ça fait mal en fait. Mais c'est la vérité. Et en fait, tout dépend où on place le curseur. Est-ce qu'on préfère un bonheur, mais un bonheur inauthentique et illusoire, ou une vérité inconfortable, mais qui nous amène vers plus d'authenticité? Dans quel livre je peux retrouver l'allégorie de la caverne? Alors, Platon, dans la République au livre 7. Voilà, c'est un petit passage dans lequel il explique tout ça. Et moi, j'aime bien faire le parallèle avec un autre film aussi. C'est Truman Show. Je sais pas mais alors je suis fan de cinéma, donc évidemment. Et surtout ce genre de film, moi, c'est ma cam. Exactement. Alors du coup, je prends un passage de l'allégorie de la caverne. Enfin, on lit ensemble l'allégorie de la caverne. Et à chaque fois, je fais des ponts avec le Truman Show. Et film avec Jim Carrey du début des années 2000. Exactement. Où, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Jim Carrey est enfermé dans un jeu. Ah, je spoil, mais c'est pas grave, il est tellement vieux. Il fallait le voir. Franchement, là, à ce stade, on peut plus rien faire. Où Jim Carrey est enfermé dans une ville factice
qui est utilisé un peu comme télé-réalité pour voir sa vie de tous les jours filmée par des centaines de caméras. Et lui, évidemment, n'est pas au courant, mais décide un jour de chercher la vérité et d'aller au-delà de la limite du plateau de télévision. Exactement. Et vraiment, c'est l'allégorie de la C'est caverne. l'allégorie de la caverne, c'est vrai. Et c'est ça. Donc, en fait, Jim Carrey, oui, il est dans un monde complètement factice et il s'en rend pas du tout compte. Et il est plutôt heureux. Et c'est le début, en fait, d'une forme de télé-réalité à son insu, puisque tous les gens suivent sa vie tous les jours et on est en plein dans une authenticité parfaite, puisqu'il est ignorant de ce qui est en train de se passer. Et jusqu'au moment où en effet il se rend compte que il y a des choses qui fonctionnent pas et ça semble pas être la vérité et finalement il a cette décision très difficile à prendre qui est de savoir est-ce qu'il ouvre la porte de ce studio où il connaît rien de l'extérieur puisqu'il est né dans ce studio. Et est-ce qu'il affronte la vérité ou est-ce qu'il préfère rester et... Bon là peut-être qu'on laisse les gens regarder. On laisse les gens regarder, mais ce film il est génial incroyable, parce que il aborde plein d'autres thèmes qui sont géniaux. Totalement. Tu fais souvent le pont entre j'allais dire divertissement, mais c'est pas divertissement, entre forme d'art un peu plus moderne et puis philosophie un peu plus classique. Complètement. Je dirais que c'est un peu mon but en philosophie, montrer que tout est lié, tout est relié. Et donc, voilà, Truman Show, regardez, c'est le thème de la vérité, c'est le thème du bonheur. Que ce soit en musique aussi. Par exemple, je suis une grande fan de rap. Donc, je fais un cours aux élèves sur la naissance du hip-hop dans les années 80 aux États-Unis, dans le Bronx. Et en fait, j'essaye de leur montrer quel est à quoi sert le rap à la base. Et c'est un mouvement pacifiste, quand même, en tout cas, qui n'exerce pas une forme violente physique. Même, enfin, elle est verbale, mais pas physique. Et donc c'était un mix entre poésie et acte contestataire en fait. Complètement, c'est ça. Et en fait, le but c'était de comprendre comment réagir, comment se manifester face à un système qui nous oppresse et ne nous regarde pas. Et quand on a des groupes comme NWA qui vont écrire des titres extrêmement choquants, mais le but c'est aussi de montrer, regardez, on est en raison de notre couleur totalement opprimé, on s'occupe pas de nous et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc que ce soit le rap, que ce soit même des dessins animés, parfois montrer aux élèves des séries, Black Mirror, le rapport entre la technique, la technologie qui va de plus en plus vite, quelles sont nos armes face à ça, est-ce que c'est inquiétant ou est-ce que ça l'est pas. Donc oui, vraiment je dirais que mon but c'est de faire des ponts tout le temps entre réalité et oui, cette espèce de divertissement, c'est vrai, ça on peut le dire comme ça, mais sans nier la rigueur philosophique. C'est-à-dire toujours revenir aux auteurs, aux concepts qui sont quand même extrêmement difficiles à comprendre, mais montrer que les ponts sont totalement possibles. Ouais, c'est vraiment un outil pour développer des choses qui ont déjà été abordées. Exactement. Il y a plusieurs décennies ou plutôt centenaires. C'est ça. J'allais dire quelque chose d'autre. Ah oui, voilà. Est-ce que du coup, la philosophie peut nous permettre de réfléchir par nous-mêmes? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas possible en fin de compte? Étant donné qu'on vit en communauté, qu'on est tous confrontés aux réflexions des autres, aux avis des autres, est-ce qu'on peut réfléchir par nous-mêmes? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir par soi-même? Alors, je dirais que pour réfléchir par soi-même, déjà, il faut être capable de réfléchir en communauté. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai des exemples typiques d'élèves qui, dès le début de l'année, se disent « Génial, je vais faire de la philo, je vais pouvoir dire ce que je pense. » Dire ce que tu penses, ce n'est pas penser par toi-même. Ah ouais? Et ouais. Quelle est la distinction? Alors, dire ce que tu penses n'est pas forcément réfléchir par soi-même. Exactement. Parce que dire ce qu'on pense de manière totalement spontanée, ça relève de l'opinion. Et c'est une manière de ne pas questionner d'où viennent mes opinions. Donc, par exemple, si sur un sujet, je dis aux élèves, faut-il préférer la vérité au bonheur? Un élève, tout de suite, il va me dire, madame, moi, je crois que c'est ça. Et il peut me dire, moi, c'est ce que je pense. Mais ce que tu penses, ce n'est pas réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que tes parents ont pensé pour toi, c'est ce que tes frères et sœurs, l'école t'a dit de penser, etc. Mais est-ce que véritablement, c'est ce que tu penses? Donc, la philosophie, elle va venir déconstruire cette pensée, cette opinion, en réalité. Et le but, c'est que l'élève confronte sa pensée à celle des autres. Donc moi, jamais je vais dire tel élève, vas-y, dis ce que tu penses et puis on s'arrête là. Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on peut contredire ce qu'est en train de dire cet élève pour que lui-même se rende compte que ça a des limites? Et donc, c'est là que, en ayant questionné la vie inverse de ce qu'il pense, il va pouvoir percevoir les limites de sa propre pensée. Et là, peut-être, on va arriver à une pensée qu'on peut dire peut-être un peu plus personnelle ou en tout cas
plus réfléchie. Est-ce que le problème, c'est la certitude? Oui, il y a un philosophe que j'adore qui s'appelle Nietzsche qui va dire « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Et je pense que c'est une citation extrêmement importante parce que, oui, en réalité, ce besoin de certitude cache quelque chose. La philosophie, c'est accepter quelque part de se mettre à nu, c'est accepter le doute. Et là, on peut arriver vers une pensée authentique. Si j'écoute un vrai débat, si quelqu'un me contredit, au moins je peux savoir pourquoi j'ai tort, en quoi ce que je dis est limité. Et là, je pourrais aboutir vers une pensée qui puisse être solide. Mais si je passe mon temps à dire « je crois que c'est ça, je pense que c'est ça », etc., je me questionne jamais. Et quelque part, ma pensée, elle est extrêmement limitée. Mais en plus de ça, c'est un fléau. C'est un fléau moderne, la certitude. Complètement. Alors, t'es confronté à des élèves qui sont parfois en fin d'adolescence, début de la vie adulte, peut-être confrontés aux réseaux sociaux, peut-être confrontés à l'instantanéité de leur existence. J'imagine que la certitude, ça doit être un gros point d'attention et quelque chose que potentiellement t'essayes de déconstruire entre guillemets. Exactement. Le but en tant que professeur de philosophie, c'est de déconstruire ces certitudes-là. On va pas se mentir, on peut pas être dans une vie pleine de doutes tout le temps. Ça, ce serait insupportable. Et d'ailleurs, même Descartes, qui a été le gros penseur du doute, qui a pratiqué le doute, arrive vers une vérité quand même à la fin. Donc, on peut pas être dans un doute constant, mais on peut pas non plus s'appuyer sans arrêt sur des formes de certitude qui finalement cachent un besoin de se rassurer, finalement même parfois de dominer. Être certain pour dominer d'autres personnes, mais non. Oui, on veut avoir raison. On veut avoir raison, mais pour que l'autre ait tort. Exactement, c'est ça. C'est pour que l'autre ait tort. Donc, aie une forme d'introspection vis-à-vis de toi-même. Essaye de comprendre pourquoi tu as ce besoin d'avoir raison et accepte l'altérité, accepte la pensée de l'autre. Et peut-être que là, tu aboutiras vers une pensée qui, quelque part, est plus certaine que celle que tu pensais certaine auparavant. Mais alors, j'ai pris l'exemple des adolescents et des jeunes adultes, mais en fait, ça me fait surtout penser au monde politique, où tu as des adultes qui parfois sont très expérimentés, et où là, la certitude, fait foi. Mais complètement. La politique, de toute façon, c'est un art de convaincre, de persuader à travers l'impression de certitude. On a des hommes politiques qui vont nous dire des choses de manière extrêmement certaine, mais eux-mêmes savent les failles de cette apparence de certitude. Et la certitude, ça rassure celui qui l'a dit et ça rassure celui qui l'écoute. Donc les potentiels électeurs. Exactement. Et franchement, un homme politique qui serait totalement honnête ne serait jamais élu. Un homme politique qui dirait, écoutez, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Voilà. J'ai pas la réponse. Il va y avoir des phases de doute, mais on va douter ensemble. Cette personne-là ne sera jamais élue. Et c'est bien dommage, mais elle ne sera jamais élue parce que on a besoin de certitude. On a besoin de certitude. Maintenant, soyons un peu plus philosophes et essayons de comprendre d'où ça vient ce besoin. Et donc, on en revient à l'esprit critique et à notre capacité. Exactement. Et je crois que la philosophie a un rôle majeur. Donc, comme je disais, dès le CP avec les enfants, mais beaucoup plus loin encore avec les adultes. Et elle doit infuser dans nos vies de manière très importante. Ouais. Et si ça apparaît pas dès le CP, est-ce que les parents peuvent avoir un rôle là-dessus aussi? Complètement. Pour introduire un peu leurs enfants à ce genre de concept. Ouais, j'encourage tous les parents à initier leurs enfants à la philosophie avec des BD très simples, hein, d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Bon après, moi j'ai regardé Matrix à 12 ans, donc ça marche aussi, hein. Exactement, je crois, mais tout à fait, c'est-à-dire, voilà, donner des bonnes références en tout cas aux enfants, et leur faire regarder Matrix totalement et pourquoi pas en discuter après. Mais exactement, à table, dire du coup c'est quoi la réalité? Est-ce que ça se distingue de la vérité? Et est-ce qu'on n'est pas dans un monde qui serait faux? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'on n'est pas en train de rêver là? C'est Inception par exemple. Qu'est-ce qui me prouve qu'on n'est pas en train de rêver et que toi et moi ce qu'on fait là Me lance pas là-dessus Maria parce que c'est le genre de théorie que j'aime beaucoup. Donc on peut parler de simulation pendant 2 heures. C'est ça exactement. Donc oui, je pense que les parents ont tout intérêt à faire en sorte que leurs enfants ne pensent pas que comme eux. Et ça, c'est très important parce que je pense qu'en tant que parent, on a envie de formater un petit peu son enfant malgré soi et de l'inciter à penser comme soi. Mais c'est très important de lui montrer qu'on peut penser différemment de ce qu'on lui inculque. Et là, on se rapprochera d'une forme d'esprit critique, ouais. Et je trouve que c'est stimulant parce que comme tu l'as dit juste avant, être confronté à la pensée d'un enfant, tu vois, c'est
naïf, sans connotation péjorative, et c'est quelque chose de rafraîchissant parce qu'on n'y est pas confronté depuis des années. Et je crois parfois qu'on peut avoir des discussions bien plus intéressantes avec des enfants qu'avec des adultes, et j'ose le dire, parce que un enfant va vraiment se questionner sur le monde qui l'entoure et va chercher à comprendre, alors que on peut avoir des adultes qui ont des barrières immenses et qui n'iront pas vers plus de réflexion. Donc oui, les enfants vraiment sont de grands philosophes à mon avis. Intéressant. Comme quoi, on n'est pas obligé d'attendre que l'éducation nationale mette de la philosophie au CP, qu'on peut déjà commencer à essayer de... Et il faut surtout pas attendre, parce que malheureusement, si on attend la terminale, on peut être soit déçu, soit très content de découvrir la philosophie. Et je pense que c'est dommage de tout miser sur un prof, que ce soit un prof qui s'investit énormément ou un prof qui en a marre. Mais se dire que la philosophie, quelque part, c'est même pas une matière, c'est une réflexion sur le monde. Et il faut pas attendre la terminale pour s'intéresser au monde et à ce qu'il a à nous offrir. Je t'avoue que ma découverte de la philosophie, ça s'est fait en terminale. Bien sûr. Pas dans les meilleures conditions. Bah oui. Ça m'a pas laissé un souvenir vraiment très 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 profond. Et c'est qu'après, dans ma vie d'adulte, où tu vois, j'ai pu découvrir ça d'un œil différent et pouvoir faire le lien justement avec la réalité. Mais c'est vrai qu'en terminale, quand on n'a pas forcément les bonnes conditions, le bon prof, je vais pas accuser les profs, mais parfois t'en as certains qui sont meilleurs que d'autres. C'est difficile de s'y mettre. C'est pour ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont un souvenir c'est horrible de la philosophie, comme une matière où on aboutit à rien, le professeur s'écoute parler, etc. Et c'est vrai que ça peut faire détester cette matière-là, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que j'insiste sur le côté essayons de s'intéresser à la philosophie en dehors. Évidemment, quand on est en terminale, c'est compliqué de s'intéresser à la philosophie par soi-même, mais je crois qu'en effet, dans nos parcours de vie, quand on grandit, on se rend compte que la réalité est complexe, que ce qu'on vit peut être difficile, et la philosophie peut énormément nous aider là-dessus, et on peut avoir un nouveau regard sur ce que la philosophie peut nous apporter. Si tu devais faire la philosophie pour les nuls en 3 ouvrages, tu choisirais lesquels pour quelqu'un qui a envie de donc pour les nuls, quoi, vraiment pas de la philosophie pour les nuls oui j'ai compris, pour ceux qui veulent s'y intéresser. Ça peut paraître insultant du coup pour les personnes que je vais citer, parce que c'est pas la philosophie des nuls, mais c'est plutôt comment s'intéresser à la philosophie quand on n'en a jamais fait. Moi, j'hésiterai pas à conseiller des philosophes contemporains, parce qu'ils ont cette faculté de rattacher la philosophie, par exemple antique ou même du XVIIe siècle, enfin peu importe les philosophes en tout cas qui nous ont précédés, avec une philosophie très actuelle. Des considérations plus modernes. Voilà, donc ne pas hésiter à regarder quels sont les philosophes contemporains qu'on peut trouver qui ne sont pas morts et qu'est-ce qu'ils proposent. On a des très bons auteurs comme Marianne Chaillan, que j'aime beaucoup, qui est une professeure de philosophie et qui lit énormément la pop culture avec la philosophie actuelle. Donc c'est très bien. On a Charles Pépin, Claire Marin, André Comte-Sponville, des philosophes contemporains, Sophie Galabru, qui sont qui arrivent à faire le pont entre nos vies et la philosophie, ce qu'elle peut nous apporter. On mettra directement les noms en description. Ouais, pour ceux qui veulent copier-coller, et hop, on commencer à faire la petite recherche. Exactement, il y a vraiment de quoi faire. J'ai toujours pensé qu'il y avait un lien très fort entre philosophie et recherche du bonheur. On a tendance à beaucoup associer ça. Comme si la philosophie pourrait nous apporter des réponses sur cette quête peut-être illusoire du bonheur. Est-ce que les deux sont réellement liés? Est-ce qu'en philosophie, on essaye d'apprendre à être heureux? On essaye de trouver le bonheur? Ou pas du tout? Alors oui, évidemment, c'est un objectif philosophique depuis l'Antiquité. Est-ce que c'est l'objectif, d'ailleurs, par excellence, ou pas forcément? C'est un des objectifs, tout dépend où on se place dans les courants de pensée, mais en tout cas c'est un des objectifs. Bien sûr, la vie bonne, une vie meilleure qu'on peut retrouver chez Épicure ou chez les stoïciens. L'ataraxie, c'est leur définition du bonheur, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme. Comment faire en sorte d'être quelqu'un de tranquille, ou en tout cas qui n'est pas envahi par ses passions, des choses apaisé, voilà. Oui, il y a évidemment ce désir de rechercher le bonheur,
Mais attention, il y a aussi des philosophes qui nous indiquent que le bonheur, c'est une illusion. Et moi, j'avoue que je me place plutôt du côté de ce bonheur illusoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bonheur, si on revient à sa définition, le bonheur, c'est la satisfaction totale de tous nos désirs dans la durée, variété, intensité. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le bonheur, si on prend cette définition-là, comme félicité éternelle, n'existe pas. Et le seul moment où on pourra l'atteindre, c'est quand on sera mort, si on croit au paradis. Donc, je crois... C'est quand même intéressant que ce mot existe alors s'il décrit une situation qui n'est probablement pas possible. C'est le rôle de la philosophie que de questionner le sens des mots. On peut redéfinir ce qu'on appelle bonheur. C'est-à-dire que si le bonheur, c'est cet état de satisfaction durable de tous nos désirs, il n'existe pas, mais quelque part, il est même pas souhaitable. C'est-à-dire qu'un état où, ça y est, on aurait atteint tous nos désirs, mais c'est un état où on va franchement s'ennuyer, c'est un état où on va pas se sentir vivant, satisfaire tous ses désirs, c'est ne plus rien ressentir, en fait. Donc, la philosophie, son rôle, c'est de dire, attention, ce bonheur-là n'existe pas, et il n'est pas souhaitable, mais on peut peut-être redéfinir le bonheur comme quelque chose qui serait accessible et qui inclut la négativité. Parce que quand on parle de bonheur, on s'imagine qu'il y aurait un jour dans notre vie, un moment où ça y est, on va être heureux, tout sera positif, il y aura plus jamais de malheur, plus de souffrance, etc. Mais ça n'existe pas. La vie en elle-même suppose la souffrance, suppose l'échec, suppose la remise en question. Et donc, il faut être lucide. C'est le rôle de la philosophie que de proposer un concept lucide de bonheur où, à la fois, souffrance et évidemment joie peuvent se mêler. Et vont s'équilibrer. Moi, je crois plus au concept de joie qu'au concept de bonheur. C'est un mot qu'on n'aime pas tellement employer parce qu'on a l'impression que c'est pas assez intense. Mais je crois que la joie, il y a quelque chose de beaucoup plus intense et qui accepte ce caractère paradoxal. On peut être joyeux après une immense tristesse, ou une joie peut naître après une grande douleur. Et elle est d'autant plus intense qu'on a connu quelque chose de difficile. Si par exemple j'ai connu énormément d'échecs dans ma vie, ma joie va être extrême, elle va être intense. Et je pense donc que là encore, c'est Nietzsche qui va nous dire il faut abandonner cette idée de bonheur confortable, illusoire. Préférons cette joie un peu tragique où on a d'un côté quelque chose de positif, mais aussi de négatif qui s'entremêlent. Et ça, c'est la vie. La vie, elle est liée par ces deux choses. Et tenter de les nier, c'est nier la vie en elle-même, je pense. Donc le bonheur, oui, la philosophie la recherche et elle a raison. Mais en tout cas, elle va jamais donner des recettes miracles. Ce que j'aime bien faire avec les élèves, c'est prendre les magazines de santé ou magazines de beauté, regarder les 5 miracles pour être heureux ou retourner en vous-même, essayer de trouver cette sagesse interne, etc. Mais tout ça, c'est du vent. C'est du marketing. Mais c'est du marketing, exactement. On est encore dans une forme. Le bonheur s'achète. Voilà, le bonheur est un marketing. Regardez, si vous voulez être heureux, achetez cette maison, achetez cette voiture. Et la publicité nous encourage à ça énormément. Donc en fait, on est là, on se retrouve avec énormément de désirs, on n'est plus capable de trier, et on a l'impression, et on le voit de toute façon dans sa définition même, désirer, c'est vouloir quelque chose que l'on n'a pas. Donc une fois que j'obtiens l'objet de mon désir, il est satisfait, donc le désir renaît parce que précisément il s'annule. Une fois que j'ai satisfait mon désir, il n'y a plus de désir. Donc mon désir se reporte sur quelque chose d'autre. On le voit avec les enfants à Noël par exemple. À Noël, quand ils veulent absolument un cadeau, et ils ont l'impression qu'ils pourraient mourir pour ce cadeau tellement ils le veulent, et c'est sincère qu'ils le veulent. Mais une fois que Noël est passé, ils jouent plus avec. Ils jouent plus avec, et ils se disent c'est quand le Noël prochain ou l'anniversaire prochain. Et nous, on est des grands enfants aussi quelque part, et voilà, que ce soit dans plein de domaines, l'amour, ou en tout cas une stabilité financière, etc. On a l'impression que ça y est, si on devient riche, si on atteint telle chose, on pourra enfin se dire heureux. Mais c'est mépriser la réalité qui est qu'une fois qu'on a atteint ce désir, un autre se renouvelle. Donc, quelque part, il faut redéfinir et se dire que il faut peut-être arrêter d'accumuler plein de désirs qu'en fait on n'arrive plus à trier. Mais essayer de désirer ce qu'on a déjà. C'est André Comte-Sponville qui va dire ça. On peut désirer ce qu'on possède déjà. Donc c'est-à-dire être heureux de je sais pas, de vivre par exemple à Bordeaux ou à Lyon, peu importe,
de être heureux d'avoir une relation dans laquelle on s'épanouit, être heureux d'avoir une famille. C'est du coup manifester de la gratitude un petit peu. C'est une forme de gratitude. La philosophie, dans sa définition, enfin en tout cas de la manière dont elle est née, c'est l'étonnement. L'étonnement, thomazein en grec, c'est aussi s'émerveiller. Il faut s'émerveiller de ce qu'on possède. Parce que si on cherche toujours à avoir plus, si on se dit que je serai heureux quand je serai heureux, mais le bonheur on le croise toujours et on l'atteint jamais. Et c'est Prévert qui va dire ça. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. On est soit dans une projection de je serai heureux quand j'aurai enfin atteint ça, ou soit une fois qu'on a atteint ça, on se dit et qu'on l'a plus, j'étais heureuse quand j'avais ça. Mais donc, ça veut dire que le bonheur, on le vit jamais vraiment. Et donc, soit on est dans l'idée qu'il est passé, mais on sait très bien que quand on se dit j'étais heureuse quand j'avais ça, c'est parce qu'en fait, notre imagination embellit nos souvenirs. Parce que quand je l'avais, j'étais pas vraiment heureuse. Donc, comment, en fait, être heureux si on croise toujours le bonheur? On est beaucoup dans l'anticipation. Exactement. Et ça me fait penser aux coachs qui parlent toujours d'hormones et des sécrétions de dopamine qui, tu vois, sont faites lorsqu'on est dans l'anticipation de quelque chose. Mais quand cette chose arrive, il y a comme un crash. Et en fin de compte, on se retrouve presque plus malheureux, entre guillemets, que lorsqu'on avait imaginé que ça pourrait arriver. Exactement. Mais t'as tout dit parce que la recherche du bonheur peut conduire au malheur. Rechercher le bonheur peut conduire au malheur parce que courir après un idéal qui n'existe pas, c'est une manière de se rendre malheureux. Et c'est une manière, par exemple, vous avez des gens qui vont courir après l'argent toute leur vie ou courir après le prince charmant, une espèce d'idéal de fantasme, mais c'est mépriser la réalité. Et cette recherche-là peut nous conduire au malheur. Et si on est capable de se dire « ce bonheur-là n'existe pas », et quelque part, on est déjà plus heureux de se le dire. Après, ça veut pas dire qu'il faut renoncer à être joyeux, à être heureux, mais c'est arrêter avec cette forme d'anticipation, parce que sinon, on est toujours à se dire, je serai heureux une fois que j'aurai terminé mes études. Je serai heureux une fois que j'aurai mon salaire. Je serai heureux une fois que je serai à la retraite. Je serai heureux une fois que je serai au paradis. Mais donc, quand est-ce qu'on est heureux, en fait? On n'est jamais heureux si à chaque fois, c'est une anticipation de après, toujours plus, etc. Donc, il faut quelque part une lucidité par rapport à ce concept. Arriver à se dire que, finalement, le bonheur, il est peut-être déjà là. Il est peut-être déjà là, mais pas tel que je l'entends, comme cet état durable, etc. Mais comme ces petits riens, alors ça fait très cliché de dire ça, mais c'est assez juste. S'émerveiller de la nature, parfois de regarder ce qu'il y a autour de nous, s'émerveiller d'une relation qu'on a. Même si elle n'est pas parfaite. Même si et justement, c'est son imperfection qui la rend d'autant plus désirable. Quelque chose de parfait conduirait à une forme d'ennui. Nous, humains, on n'a jamais accès à la perfection et c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous fait réfléchir, c'est ce qui finalement nous travaille. Et heureusement qu'on est tout le temps dans cette forme de questionnement, mais en tout cas, cesser de désirer un état de perfection qu'on n'atteindra jamais parce qu'on peut finir sa vie en se disant j'ai jamais été heureux. Parce que j'ai été incapable de voir ce qu'il y avait déjà là, ici. Ça veut pas dire qu'il faut se contenter de choses qui nous rendent pas heureux, mais peut-être changer de regard et s'émerveiller plus de ce qu'on possède aussi. Comment tu peux faire ça quand parfois tu peux considérer que la vie est dure avec toi? Quand tu peux considérer que les choses ne jouent pas en ta faveur? Quand tu as l'impression que tu te lèves le matin et que tout va mal? Et que justement cette recherche parfois de biens matériels ou de situations ou de relations va te permettre de sortir un peu la tête de l'eau et de enfin respirer. Est-ce que c'est un questionnement philosophique? Évidemment, il faudrait quand même être lucide et distinguer. Je vais pas dire à quelqu'un de dépressif, regarde comme la vie est belle. Voilà, ce serait une manière. Va dans la nature, caresse des arbres et puis voilà. Ouais, non. Évidemment, ce serait totalement insultant et une manière de mépriser l'état psychologique de la personne. Je crois en effet qu'il y a des moments où en fait on peut pas voir on peut pas être joyeux et quelque part c'est normal. Mais en tout cas à une autre échelle, c'est-à-dire quand on se plaint, quand on est éternellement insatisfait, la philosophie là-dessus elle aide parce que elle va dire
essaye de comprendre que les choses dans lesquelles tu es sont étonnantes. C'est-à-dire, essaye de voir que autre chose ne t'apporterait pas forcément un bonheur. Essaye en fait de comprendre que la réalité, elle est complexe. Que l'idée qu'on se fait vient plutôt parfois de fantasmes, d'imagination, et que c'est irréaliste. Si on parle de l'amour, par exemple, on a beaucoup cette idée que on pourrait être très heureux si la personne incarne. On a des gens qui peuvent nous dresser des listes parfois de l'homme idéal ou de la femme idéale. Mais on n'a pas des gens, on a beaucoup de personnes. Hein. Ça, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est nier la réalité, c'est nier la spontanéité et l'altérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux me faire surprendre moi-même par quelqu'un que je ne trouve pas forcément beau, que je ne trouve pas forcément attirant, qui en fait, par des sortes d'imprévus, va venir chercher quelque chose en moi et donc va créer un étonnement, exactement. Et donc, on souffre aujourd'hui d'un syndrome littéraire qu'on appelle le bovarisme. Alors pour ceux qui ont lu, du coup, c'est Flaubert qui a écrit Madame Bovary. Et en fait, Madame Bovary, c'est cette femme qui est dans un couvent et qui va lire énormément de livres romanesques, très romancés, etc. Et ça, on le voit par exemple quand on biberonne les petites filles à des et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et ben, ça va créer chez l'individu cette espèce d'idéal où on va rechercher à tout prix des passions fortes, une idée de quelque chose qui serait une vie palpitante et donc Emma Bovary, c'est cette femme qui est nourrie à des idéaux et qui en réalité, quand elle est confrontée à la vie, quand elle va se marier avec Charles Bovary, ce médecin qui incarne un peu la vie mondaine, etc., en fait, elle va s'ennuyer profondément. Et elle va tellement s'ennuyer qu'elle va essayer de multiplier les conquêtes, etc. Et en fait, elle va finir par se suicider parce que la vie ne correspond pas aux idées qu'elle s'en est faite. Et ça a provoqué tellement de mal-être que... Exactement. Et je pense qu'on est nombreux à souffrir de bovarisme, cette idée qu'on projette sur la vie des idéaux, des fantasmes, notre imagination qui nourrit énormément d'idées. Et la vie va toujours perdre face à l'imagination parce que notre imagination, elle est infinie. Elle est infinie, elle est sans borne. Mais cette imagination-là peut nous conduire au malheur. Et donc, cette idée du bonheur comme quelque chose de parfait, de palpitant, de passionnant ne tient pas compte de la complexité du réel. Et le réel est brut en lui-même. C'est Pascal qui va dire... le présent nous blesse parce que le présent, il est tel qu'il est. On peut pas le modifier. Et donc, on préfère soit regarder en arrière, soit regarder en avant. Mais on a du mal à regarder ce qui se passe maintenant parce qu'on peut pas le modifier. Et je crois que la philosophie, elle invite à essayer de regarder le temps présent, qu'est-ce qu'il a à nous offrir, sans pour autant tomber dans une espèce de cliché, vivez au temps présent, machin, parce que ça aussi, c'est une manière de nier la complexité de l'humain, qui est qu'on est traversé par les 3 instances temporelles que sont le passé, le présent et le futur. Et donc, peut-être, une forme de sagesse, ce serait essayer de regarder un peu plus ce qu'on a déjà, anticiper bien évidemment ce qu'on désire, regarder ce qui nous a construit dans le passé, mais en tout cas ne pas essayer d'être dans un présent, dans un futur absolu où on projette des idéaux qui sont irréalistes et qui vont nous conduire au malheur. Ne pas regarder le passé comme ce bonheur qu'on n'a pas su saisir parce que si on n'était pas heureux, pourquoi est-ce que maintenant on devrait l'idéaliser? Et regarder le présent comme quelque chose où tout se mêle. Est-ce que le résumé de tout ça, c'est apprendre à mieux se connaître? C'est un enjeu de la philosophie, apprendre à mieux se connaître. Oui, je crois en effet, apprendre à mieux se connaître. Mais alors là, on rentre encore dans un débat philosophique. Qui suis-je? C'est une... Vas-y doucement, Marie. Ouais. Non, je plaisante. Je suis. Non, mais on est d'accord. Je suis très bien. Mais ouais, bah oui, il y a des concepts assez intenses, mais en effet, apprendre à mieux se connaître, c'est le rôle de la philosophie. Qui suis-je? De quoi est-ce que j'ai envie? Est-ce que ce que je veux, c'est moi qui l'ai voulu, ou est-ce que c'est ce qu'on a décidé pour moi? C'est vraiment une question que tous les philosophes se sont posées. Ah mais complètement, et même les sociologues. Bourdieu va montrer que en réalité, tout ce qu'on désire est socialement déterminé. Même le goût. Quand on se dit nos goûts, il y a rien de plus personnel. Moi, j'aime le bleu, j'aime machin, j'ai le goût quand on aime quelqu'un, etc. Mais tout ça, Bourdieu va dire, c'est socialement déterminé.
il va même dire cette phrase, le goût, c'est le dégoût du goût des autres. Ça veut dire qu'on va placer notre goût par rapport au goût des autres. Donc on va socialement chercher à se distinguer. Toujours relatif aux autres. Voilà, toujours relatif aux autres. On va chercher à se distinguer des autres. Et donc finalement, ce qu'il y a de plus personnel en nous, même nos goûts sont socialement déterminés. Donc qu'est-ce qui reste de nous quand quelque part on sait plus vraiment quel est ce moi? Mais est-ce que c'est grave? Étant donné qu'on est quand même des créatures sociales par excellence, est-ce que c'est grave qu'il y ait cette relation avec les autres et qu'au final, on ne sera jamais notre propre personne, mais tu vois, un peu une association de ce qui nous entoure. Mais je pense que tu as totalement raison. Et au contraire, non, c'est pas grave. Et c'est très important de comprendre qu'on ne sera jamais la même personne au cours de notre vie et qu'on sera des versions chaque fois différentes, liées à notre entourage, liées à ce qu'on aura compris de nous-mêmes. Et c'est au contraire extrêmement important de savoir qu'on va évoluer, qu'on va avoir des versions de nous-mêmes changeantes et l'identité ne sera jamais totalement stable. Moi, je trouve qu'il y a un auteur qui nous aide beaucoup à relativiser ce soi. C'est Paul Ricoeur qui va dire, finalement, on est ce qu'on raconte de soi. C'est-à-dire, finalement, on est plein de choses changeantes, mais qu'est-ce qu'on raconte de soi? Et on le voit quand on rencontre quelqu'un ou qu'on se présente, on va sélectionner dans notre vie Absolument. des passages comme si on avait un film de notre vie. Et donc finalement, on va extraire des choses, on va choisir des échecs, des réussites pour dire qui on est. Et je crois que c'est ça en fait, qui on est, c'est quelle est l'histoire qu'on va choisir de nous-mêmes à raconter, quelle est l'histoire dans laquelle on se reconnaît le mieux, sans se raconter d'histoire. C'est pas dire je suis cette personne-là et donc améliorer sa vie. Non, mais c'est dire qu'est-ce qui m'a marqué dans ma vie et qui a fait qui je suis. Malgré toutes les diversités de mon moi, qui suis-je? Quelle est l'histoire que je garde de moi-même? Et cette histoire, elle évolue chaque année, chaque jour, parce que évidemment, on est des êtres en mouvement et on sera jamais figé. Et c'est tant mieux parce que être vivant, c'est sans cesse se questionner sur qui on a envie d'être et qui on cherche à être. Donc, qui suis-je aujourd'hui? C'est pas la même réponse que qui je serai demain. Mais regardons-nous quand on était au lycée. Bien sûr, et qui on est aujourd'hui. Mais ça a extrêmement évolué. Et tant mieux. Il y a peut-être quelque chose qui reste, mais c'est notre mémoire. C'est ce petit soi quelque part. Oui, il va peut-être rester, mais on peut énormément changer et tant mieux, ouais. Et c'est toute la complexité de qui suis-je, parce qu'on est à la fois cet être qui est le même, et on le voit, nos papiers d'identité nous disent qui on est formellement. Mais on est aussi très différents et je crois que ce serait dangereux au contraire d'essayer de s'enfermer dans une image de soi. Parce qu'on n'est pas qu'une image, on est aussi énormément de choses qui vivent et qui sont prêtes à se réformer, à changer. Et on voit combien c'est difficile de changer parfois, d'accepter le changement. Mais c'est nécessaire pour devenir quelqu'un avec qui on se sent le plus en accord. C'est ce que j'allais dire. Pour certains, cette acceptation de changer, elle est difficile parce qu'elle fait peur. Totalement. Elle fait peur et elle pourrait révéler des choses de nous-mêmes avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise ou au contraire avec lesquelles on est très à l'aise. Mais complètement, c'est changer, c'est extrêmement difficile. Alors soit ça se fait malgré nous, on change parce que les aléas de la vie ont fait qu'on a changé et qu'on n'arrive plus à être la même personne. Soit, en effet, accepter le changement, c'est extrêmement difficile et ça revient à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire le fait que c'est toujours très sécurisant de savoir qui on est à nos propres yeux, mais même aux yeux des autres. Et donc, on en revient un peu à la certitude et exactement. Et la peur de l'incertitude. Ouais. Cette peur de l'incertitude qui m'empêche de m'accomplir. Et ça, on en revient à cette phrase que j'ai donnée tout à l'heure de Nietzsche. C'est pas la certitude, enfin c'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou, parce que on peut toute sa vie être la version que nos parents ont voulu qu'on soit, on peut être la version que nos professeurs ont voulu qu'on soit, et finalement, qui suis-je? Et c'est pour ça qu'on a des gens qui, arrivés à un certain âge, coupent avec ça de manière extrêmement radicale, font une rupture parce qu'en fait, ils se reconnaissent plus du tout. Et le poids et cette charge de tout ce qu'on a voulu qu'ils soient se fait tellement intense que ils peuvent péter les plombs, faire un burn-out, rompre avec leur situation financière et voilà, les reconversions professionnelles, c'est ça, c'est parfois on veut changer, on veut mais même parfois ça peut passer par nos vêtements,
on pensait qu'on était comme ça, et puis en fait, on change radicalement physiquement parce qu'on a l'impression que c'est plus en accord avec qui on est. Ouais, totalement. On a parlé tout à l'heure de désir, on a parlé de bonheur aussi, et tu as mentionné la réussite. Oui. La réussite, aujourd'hui, on pourrait penser que c'est lié au bonheur, alors que c'est probablement pas le cas. Mais t'as raison de le souligner. C'est probablement pas le cas, mais on est aujourd'hui forcément dans une société qui encourage à la réussite, ou en tout cas qui nous fait désirer justement cette réussite en nous vendant un lien avec justement cette notion de bonheur, alors que on confirme que les deux ne sont pas liés. Je suis totalement d'accord avec toi. Alors déjà, il faudrait distinguer ce que signifie réussir dans la vie et réussir sa vie. Ce qui sont deux choses déjà totalement différentes. Parce que réussir dans la vie, c'est complètement subjectif et lié à la société dans laquelle on évolue. Et réussir sa vie, c'est quelque chose de très personnel qui n'a peut-être rien à voir avec ce que considère le voisin. Exactement, c'est tout à fait ça. Je dirais même que voilà, réussir dans la vie, ce sont des normes invisibles, objectives qui nous disent si tu veux être heureux, il faut que tu réussisses. Et réussir, réussir, ça passe par ça, ça, ça. Et on pourrait les énumérer, hein, on les connaît tous. Hein. Bien sûr, argent. C'est argent, maison, mariage, chien, allez, tant qu'on y est. Enfin, on peut. La liste est longue de tous ces clichés qui signifieraient réussir dans sa vie, qu'on pourrait confondre avec réussir sa vie. Mais réussir, on peut très bien avoir réussi socialement, réussi financièrement, mais avoir échoué lamentablement dans sa vie personnelle, sentimentale, en tant que parent par exemple, etc. Donc où on place le curseur, qu'est-ce qui est le plus important? Et surtout, moi j'aimerais remettre en question cette notion de réussite, qui est quand même liée énormément à la performance, qui est un domaine sportif. Absolument. Et qui en soi doit rester, je trouve, dans le domaine sportif, quelque chose de très valorisant et pertinent, cette compétition, etc. Voilà, pourquoi pas. Mais je crois que ça doit pas infuser tous les domaines de nos vies. Et il n'y a pas à réussir sa vie, parce que encore une fois, ça voudrait dire que il y aurait une sorte d'état à rechercher où ça y est, on aurait réussi sa vie et on pourra le dire. Mais c'est qu'à notre mort qu'on pourra dire si on a réussi ou non, eu égard à ce qu'on s'était fixé soi-même. Mais cette idée encore d'une vie qui doit être performante, je crois qu'elle est extrêmement dangereuse et finalement, on réussit jamais vraiment sa vie. On va faire des erreurs. Et d'ailleurs, faisons des erreurs, multiplions les erreurs, parce que c'est de ça qu'on va apprendre. Et il faut pas tomber évidemment dans une vie dépressive où on va pas se reconnaître. Mais je crois qu'il faut abandonner cette idée de réussir sa vie. Il faut être en accord avec sa vie. Il faut être aligné avec sa vie, se dire est-ce que je me reconnais pas, vers quoi je veux tendre, etc. Mais notre vie, c'est un mouvement circulaire, c'est une spirale où on va revenir en arrière, on va réavancer. Mais la réussite, c'est comme une ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée, je crois qu'elle arrive pas. Elle arrive seulement à notre mort. Et là, à ce moment-là, c'est l'existentialisme, Sartre, qui dit on n'est pas figé dans une essence. On va sans cesse devenir qui on veut, parce que on n'est jamais figé dans quelque chose, on n'est pas des objets. Et donc on va se réinventer sans cesse. Et c'est qu'à notre mort qu'on pourra dire qui on a été. Et moi je pense que en effet c'est ça. Donc cette idée de réussite, je crois qu'elle est extrêmement culpabilisante aussi, parce qu'on peut se dire mais mince, je suis en train de rater ma vie, je suis en train de pas la réussir telle qu'il faudrait qu'elle soit réussie. Et ça, ce sont des injonctions sociales. Et surtout, la notion de réussite est opposée évidemment à la notion d'échec. Et l'échec, c'est perçu comme une catastrophe. Complètement. Qui ne devrait jamais arriver, alors que si on parle de la notion d'équilibre, forcément, on peut très bien avoir des réussites, des échecs, et considérer qu'on a réussi sa vie. Mais les échecs, parfois, nous en disent plus que nos propres réussites. C'est-à-dire que d'un échec, l'individu va être confronté à la réalité, il va se questionner sur lui-même. Qu'est-ce qui fonctionne pas. Un échec va nous réformer, il va nous pousser à nous questionner. Et on le voit d'ailleurs dans le milieu sportif. Si on prend Rafael Nadal, qui est un sportif qui fait partie du Big Three dans le tennis. Et même l'un des meilleurs sportifs, toutes disciplines confondues. Exactement. Mais Rafael Nadal, quand il était jeune, en 1999, quand il participe au tournoi des petits as contre Richard Gasquet,
il va perdre finalement l'un des tournois les plus importants de sa jeunesse, et ce sera un échec. Ce sera un échec. Mais derrière ça, Nadal va travailler son coup droit, il va se questionner, il va essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. À l'inverse, Richard Gasquet va avoir une carrière extrêmement brillante, il y a aucun problème là-dessus. Mais pas celle de... Mais il va avoir énormément de succès qui vont l'empêcher de se questionner et de se demander qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc nos échecs nous apprennent énormément. Et c'est ce que va dire Charles Pépin, notamment dans Philosophe, dans Les Vertus de l'échec. Et on peut citer aussi Michael Jordan. Il y a une publicité extrêmement intéressante que je passe aux élèves qui s'appelle Failure, une publicité pour Nike, où Michael Jordan va dire j'ai raté des centaines de shoots au cours de ma carrière, j'ai raté des passes, j'ai raté énormément de choses, et il va finir par That's why I succeed. C'est pour ça que j'ai réussi. Parce que les échecs, parfois, nous disent plus de nous-mêmes que des réussites. Alors, je parlais du milieu sportif, qui a évidemment, je disais, il faut pas trop déborder avec ça et pas tomber dans un espèce une mentalité très américaine aussi, où là on est dans un extrême inverse où c'est il faut que t'échoues parce qu'en fait derrière il va y avoir une immense réussite. Donc en fait c'est le même paradoxe parce que derrière on veut que tu réussisses énormément. Non, je crois qu'il faut être dans quelque chose de plus mesuré où l'échec a quelque chose à dire de nous et nous pousse à réfléchir. Mais attention, il y a aussi des échecs qui ne disent absolument rien de nous et qui sont juste bons à jeter ou qui ne nous font pas performer. Un échec, parfois, c'est quelque chose qui se passe et il faut l'accepter. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui dépendait de moi dans cette situation et qu'est-ce qui ne dépendait pas de moi. Essayer d'être stoïcien, c'est-à-dire séparer quelle est ma marge de manœuvre, pourquoi j'ai échoué, est-ce que c'est vraiment mon moi qui a échoué ou est-ce que c'est pas plutôt mon action? Ne pas confondre les deux. Alors tu peux préciser, est-ce que c'est moi qui ai échoué ou mon action? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que échouer dans un objectif qu'on s'était fixé, c'est un échec. Si on n'y est pas arrivé, c'est un échec et c'est bien moi qui ai fait ça. Mais ça ne veut pas dire que ça dit qui je suis. Et ça ne veut pas dire que cet échec résume ma personne. C'est un événement. C'est quelque chose, c'est un échec, c'est quelque chose dont je pourrais parler dans ma vie, j'ai échoué à ce moment-là. Cet objectif a été un échec, je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec, évidemment, je ne me résume pas, je ne me réduis pas à cet échec. Je suis bien plus que cela et cet échec me dit quelque chose de mon histoire, de moi-même, mais je ne suis pas mon échec. Et donc c'est très important de décorréler les deux et d'avoir conscience que, et c'est ça qui peut conduire parfois à une dépression, si on n'a pas l'objectif qu'on s'était atteint, on va se résumer, on va se réduire, on va même se chosifier, se réifier et se dire je suis cet échec. Mais non, regarde autour de toi, regarde comment tu peux te déplacer, vers quoi tu peux aller et tu n'es pas ton échec. Tu peux nous rappeler ce qu'est le stoïcisme? Ouais. Est-ce que c'est le fait de ne pas prêter attention aux choses qu'on ne contrôle pas ou pas exactement? Alors, c'est surtout pas ne pas prêter aux choses qu'on ne maîtrise pas. Et je crois qu'aujourd'hui, le stoïcisme, il est très mis en avant, notamment dans la pensée masculiniste. C'est très très compliqué. Je pense que ça l'a toujours été. Je t'avoue que, alors moi je suis né en 87, j'ai grandi dans les années 90. Oui. Il y avait aussi une forme de stoïcisme de la part des exemples que je pouvais avoir. Oui. Aujourd'hui, ça ressent un peu avec les réseaux sociaux, mais je pense que ça a toujours plus ou moins... C'est possible, en effet, que ce soit un peu un idéal vers lequel on veut tendre, mais je crois que le stoïcisme souffre de beaucoup de méprise et c'est là que ça devient très important de le dire. Parce que être stoïcien, c'est distinguer ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Donc, ce qui dépend de moi, évidemment, c'est ma volonté. C'est ce que je vais pouvoir, sur les choses sur lesquelles je vais pouvoir agir. Mais ce qui ne dépend pas de moi, c'est un peu ce qui arrive malgré moi et auquel je ne peux rien. Par exemple, un jugement extérieur, quelqu'un qui me critique. Qu'est-ce que j'y peux? J'y peux rien. Je vais pas me rendre malade parce que quelqu'un me critique. Et donc, l'idée, ce serait de pas faire en sorte que cette critique atteigne ou modifie mes actions. Exactement, mais c'est pas ne pas y prêter attention. Le stoïcien, il accepte que les choses qui ne dépendent pas de lui arrivent. Et voire, il les aime. C'est l'amor fati. En grec, ça veut dire aime ton destin. Donc c'est pas ne pas regarder, c'est pas fermer les yeux, c'est regarder en face ce qui ne dépend pas de moi et l'accepter tellement que j'arrive même à l'aimer. C'est-à-dire amor fati, ça ne dépend pas de moi, c'est le destin.
mais ce que le destin veut pour moi est bon. Et donc moi, là où je dois m'attarder, c'est là où je peux agir. Marc Aurèle, qui est un empereur, qui est stoïcien, qui est un empereur qui a voulu se faire philosophe, en tout cas autant qu'il l'a pu, c'est beaucoup inspiré d'Épictète, qui sont des stoïciens. Tu dis a voulu se faire philosophe parce qu'il n'y est pas arrivé? Parce qu'on l'a dit dès le début, être philosophe, c'est la recherche de la sagesse. Mais quelque part, on l'atteint jamais vraiment. Et Marc Aurèle, en tant qu'empereur, il a été confronté à des choix extrêmement difficiles, évidemment des mises à mort, etc. Et donc, il a, autant qu'il l'a pu, été philosophe, mais il ne se dit pas philosophe, c'est un empereur. Et donc, dans les pensées pour moi-même, il va dire « Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter ce qui ne dépend pas de moi, le courage d'agir sur ce qui dépend de moi, et la sagesse de distinguer les deux. » Donc être stoïcien, c'est être capable de bien distinguer les deux et d'agir sur sur la marge de manœuvre sur laquelle je peux agir. Mais ce n'est pas ne pas pleurer, ce n'est pas ne pas se lamenter, c'est pas ça. C'est autant que faire se peut essayer de contrôler ses passions, en tout cas de faire en sorte qu'elles ne m'envahissent pas, la colère par exemple, qu'elle ne soit pas destructrice pour moi. Mais c'est accepter aussi qu'on a des émotions, c'est accepter que les choses peuvent agir en nous et les aimer. Donc ça a été bien déformé par les trends TikTok. Hein. Extrêmement déformé, c'est catastrophique, vraiment, c'est une méprise. Tu vois, même moi j'en avais une définition qui était incomplète et on peut pas en vouloir d'avoir cette idée-là, mais c'est là que ça devient important du coup d'avoir soit des professeurs de philosophie, soit des philosophes qui viennent aussi rétablir la vérité sur ce qu'est le stoïcisme. Et c'est pas demain deviens qui tu veux comme certaines personnes du développement personnel peuvent le dire, ou enfin voilà. C'est pas du tout ça. Pour les stoïciens, notre vie est déjà écrite en fait. Et maintenant, il ne tient qu'à toi de soit accepter ton destin, soit de le refuser. Mais si tu le refuses, quoi qu'il en soit, ce destin va arriver. Et donc ça va être compliqué pour toi. Mais il n'y a pas de demain, deviens qui tu veux. Ton histoire, elle est écrite pour un stoïcien. Maintenant, à voir comment tu décides d'être l'auteur de ta vie l'acteur, plutôt que l'auteur. Est-ce que tu recommandes quand même à tes élèves de rester un peu à l'écart des réseaux sociaux? Ou vous en parlez des fois ou pas du tout? Bien évidemment, c'est un sujet, c'est un grand sujet. Si je pose cette question, c'est surtout par rapport à l'esprit critique, à la déformation de certains concepts qui peuvent parfois être dangereux. Est-ce que tu les mets en garde? Est-ce que vous en discutez? Alors évidemment, ce serait impossible de pas les mettre en garde parce que c'est extrêmement dangereux tout ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. En tout cas, en déformation, en incitation. En plus, on sait qu'on a des algorithmes, donc qui vont favoriser. C'est tout sauf philosophique, les réseaux sociaux, parce que ça favorise ce qu'on pense et ce qu'on doit penser. C'est-à-dire que si j'ai regardé, j'en sais rien, un sujet sur un homme politique que j'aime bien, ou alors une influenceuse que j'aime bien, mais je vais avoir que du contenu qui va aller dans ce sens-là. Or, la philosophie, c'est justement t'inciter à penser différemment de toi. Donc oui, évidemment, je peux pas nier, c'est un sujet extrêmement important qu'il faut traiter avec eux. Par contre, je sais très bien qu'ils y vont. Et en soi, je pense pas que ce soit mauvais d'y aller. Maintenant, c'est pas d'interdire d'y aller. Non, pas du tout. Il faut vivre aussi peut-être avec son temps et avec ce que les technologies ont à nous offrir, mais il faut être vigilant, quoi. Et ça, c'est très important. Cette vigilance qui doit déjà venir des parents vis-à-vis de leurs enfants, et après de l'enfant lui-même, lui donner les outils pour être capable de comprendre que ce contenu-là n'est pas forcément bon. Pardon. Je t'en prie. D'aller chercher aussi. Par exemple, les stoïciens, on me dit ça sur les stoïciens, allez, je vais chercher qu'est-ce qu'ils disent les stoïciens, justement. De pas forcément s'arrêter juste... être passif face au réseau. Et je pense que c'est un enjeu, je comprends. C'est une question de toute façon qui revient souvent, les réseaux sociaux. Oui. Et surtout avec tout ce qu'on a abordé sur la certitude et l'esprit critique. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, Maria. On a eu une discussion, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je pense que c'est passé très très vite. Ouais, j'ai trouvé. Et moi, je l'ai trouvé passionnante, évidemment. Donc, j'ai hâte de savoir ce que pensent les personnes qui ont écouté ou regardé ce podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu partages du contenu? Oui, totalement. J'ai une page assez modeste, mais du coup les réseaux peuvent permettre ça, qui s'appelle donc Maria Ben Khalifa. Donc c'est une page où je partage de la philosophie, donc des liens avec, j'essaye de faire des petits textes et des liens avec
des films d'actualité, le sport, etc. Je partage des citations très souvent. Et voilà, quand il y a du contenu comme des vidéos, j'essaye aussi de le partager. Donc c'est Maria Ben Khalifa. On mettra le lien direct dans la description de toute façon, donc il y aura qu'à cliquer dessus. Et j'ai vraiment hâte de continuer la discussion dans les commentaires et puis peut-être de continuer la discussion une prochaine fois, Maria. Ouais, avec grand plaisir. Merci pour ta disponibilité, c'était une super discussion et puis j'espère à bientôt. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cet épisode complet avec Maria. C'était un échange passionnant. J'espère que vous en avez tiré certains enseignements, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Vous pouvez aller visionner un autre épisode qui est juste ici. Continuez votre visionnage sur Là on discute. Vous savez qu'on a des épisodes passionnants. Cliquez juste là.